Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un drôle de mois de juillet, si l'on peut dire, pour les habitants de l'Isère et de la Drôme. Des trompes d'eau sont tombées sur ces régions, en effet, dans le courant de la journée d'hier après-midi, et plutôt en ce qui concerne la soirée. Des routes ont été coupées, des maisons se sont effondrées. Il a fallu, comme vous voyez sur cette photo, évacuer des familles, des femmes et des enfants. Inutile de parler, dans certains cas, de villages qui ont été coupés, qui sont privés notamment d'électricité. Ces inondations dans le sud-est ont même été meurtrières. Déjà deux morts et plusieurs blessés graves. Le point tout de suite sur ces inondations avec nos envoyés spéciaux des stations régionales de Grenoble et de Lyon. C'est un spectacle de désolation que l'on pouvait contempler ce matin dans le Dauphiné après le passage des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région depuis hier après-midi et durant la nuit dernière. Le bilan se confirme, 1 mort, 1 disparu et 3 blessés. Quant aux dégâts, vous le voyez, ils sont considérables. C'est à Saint-Quentin-sur-Isère qu'une maison minée par les eaux s'est effondrée sur ses occupants. Des décombres l'ont retiré 3 blessés de la famille Bessou, ainsi que le corps de la belle-fille âgée de 25 ans qui avait été tuée. Plus au sud, à Montant, une voiture a été emportée par les eaux. Les sauveteurs ont pu dégager 2 des 3 passagers. Le 3e, une mère de famille, n'a pas encore été retrouvée. La préfecture de l'Isère a pris immédiatement toutes dispositions pour protéger routes et habitations et procéder aux travaux de dégagement. Ces dégâts considérables provoqués par les eaux s'expliquent par le fait que les ruisseaux du Vercors, grossis par les pluies, ont déferlé sur la vallée, entraînant avec une force inouïe terre et cailloux et provoquant de véritables coulées de boue. Dans la Drôme, ce sont les régions à l'est et au sud-est de Valence qui ont été touchées, mais l'on ne signale pas de victimes. La route nationale 538 a été coupée près de Chabeuil et le pont de Combovin a été emporté par les eaux. Dans certaines communes, l'on a relevé près de 1 mètre d'eau dans les maisons et la crue de la Véor a enlevé un transformateur d'électricité. Les cultures sont pratiquement détruites et viennent s'ajouter au bilan déjà lourd de cette nuit du 5 juillet. Des images spectaculaires qui contrastent avec, disons, un petit peu le rêve de chacun des vacanciers, ces plages de soleil que l'on va peut-être retrouver. En tout cas, M. Larivière va peut-être pouvoir nous le dire, M. Larivière de la Météo Nationale. D'abord, en ce qui concerne ces régions sinistrées, est-ce que cela va s'arranger? Oui, on a eu un épisode orageux, effectivement très violent, qui a traversé le sud de la France depuis dimanche matin d'ailleurs, jusque donc à cette nuit, et actuellement il s'éloigne. Comme le montre la carte, il s'éloigne vers l'Italie, et demain on pense que ces orages seront vraiment sur la Grèce, au large de l'Italie et sur la Libye, donc ça ne nous concernera plus. Bon, un petit retour du soleil quand même. On voit même un gros retour du soleil, ouais. Puisque vous voyez cette masse de soleil qui vient de l'Atlantique, qui maintenant va s'étendre à toute la France. C'est un mot qu'il ne faut pas employer, c'est l'anticyclone des Açores. Mais enfin, vous le voyez, là, on peut le toucher. Il y avait un grand point d'interrogation à gauche de votre carte, là, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un ancien cyclone tropical qui va peut-être atteindre ses parages donc dans quelques jours et qu'il faudra surveiller simplement pour que nous ne fermions pas notre maison. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Ah, il peut tout se passer. Il peut nous amener de la chaleur, au contraire, mais aussi du mauvais temps, mais plus tard. Si vous voulez, pour l'instant, avec cet anticyclone qui vient, nous sommes à peu près sûrs d'avoir une semaine de beau temps. Et on peut donner la seconde carte, si vous voulez maintenant. Une semaine de beau temps jusqu'à dimanche, qui va nous donner des températures vraiment de 25 à 30 degrés l'après-midi, parfois même davantage, qui sera probablement seulement brumeux le matin par endroits. Il y a tout de même un petit risque en fin de période, c'est qu'on retrouve quelques orages isolés sur les montagnes, Pyrénées, Massif central et les Alpes. Enfin, disons que de façon générale, ce sont de bonnes nouvelles que vous nous apportez aujourd'hui. C'est des bonnes nouvelles, oui. Et vous ne vous tromperez pas. Alors là, on a quand même une bonne chance, hein, on se mouille, ça doit être beau. Il y a un autre grand titre, bien sûr, de l'actualité, la deuxième et dernière journée du voyage de M. Pompidou en Allemagne. M. Pompidou et M. Brandt se sont retrouvés ce matin pour une nouvelle série de conversations. Hier, l'atmosphère avait été chaleureuse, mais on a buté à bord de la Loreley, on a buté quelque peu sur les problèmes de l'union monétaire. Où en est-on maintenant? Nous allons retrouver devant la chancellerie de l'Allemagne fédérale, je pense que nous allons retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux, Francis Mercury. Les conversations se déroulent sur un ton amical, mais les explications sont très franches. On a parlé de la monnaie, on le dit depuis plusieurs jours. De quoi s'agit-il? Eh bien, les Allemands estiment que la seule manière de lutter contre les tendances inflationnistes dans leur propre pays, de mener une politique financière et sociale convenable dans leur propre pays, exige la flotation du mark. Les Français estiment que les impératifs européens sont plus importants et qu'il faudrait obtenir que le mark ne flotte pas et qu'il existe une politique monétaire commune. Vous voyez, la divergence est
d'importance, mais elle n'a pas suffi à altérer le climat d'amitié de la conversation, et cela est très important. On a également parlé, les ministres des Affaires étrangères notamment, du Proche-Orient. Pourquoi? D'abord pour bien marquer que l'Europe, l'idée qu'on s'en fait, est une Europe qui doit avoir un rôle mondial et qu'aucun problème international ne peut la laisser indifférente. Ce sont d'ailleurs des conversations qui se déroulent à plusieurs étages. Il y a naturellement le président de la République et le chancelier Brandt, et puis les ministres entre eux. Le ministre des Affaires étrangères, allemand et français, et le ministre de l'économie et des finances, Giscard d'Estaing, et son homologue, M. Schiller. Et puis notre ministre du Développement industriel et scientifique, François Ortoli, avec M. Le Signe, chacun traitant naturellement des questions de son département. Ce qui donne un ensemble qui finalement sera rendu cohérent en fin de matinée par la réunion des deux délégations, où se fera le bilan des conversations et où il apparaîtra qu'ont été prises un certain nombre de décisions concernant les domaines les plus divers. Je crois pouvoir dire dès à présent que sur, par exemple, un sujet comme l'environnement, la protection de la nature et la lutte contre toutes les pollutions, je crois que nous allons monter un système commun de recherche, d'études et d'intervention. Voilà ce que je peux vous dire. Et d'ailleurs, je vais de ce pas me joindre au président de la République et au chancelier, qui eux ont repris depuis maintenant une demi-heure. Et si vous le permettez, je... Oui, pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, que sur l'affaire du Marc, il y aura une décision aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose aujourd'hui sur l'affaire des monnaies? Oh, je ne vois pas bien comment on pourrait parler de décision. En tout cas, ces contacts bilatéraux vous paraissent intéressants et toujours à maintenir. C'est très important. Vous comprenez que tous les 6 mois, n'est-ce pas, les deux gouvernements ont la possibilité de faire le point sur les sujets les plus divers, les plus importants comme ceux qui paraissent moins importants, mais qui peuvent être fort importants. Tout cela entretient une coopération très étroite qui est tout à fait dans l'esprit du traité qu'avaient signé le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Au revoir, messieurs. En tout cas, M. Pompidou doit reprendre l'avion cet après-midi aux alentours de 17h de Bonn pour revenir à Paris. Que pense-t-on à la bourse de Paris de tous ces ennuis, de ces quelques difficultés monétaires? Je pense que nous allons retrouver Jean-Michel 4 points tout de suite. Eh bien, la bourse suit bien évidemment de très près les conversations entre M. Pompidou et M. Brandt. En fait, ce qui l'intéresse plus particulièrement, ce sont les problèmes monétaires. Et sur ce plan, nous l'avons vu, tout est loin d'être réglé. La position française diverge sensiblement de celle de l'Allemagne. En fait, on pense ici que le problème est plus vaste. Il déborde largement le cadre des entretiens franco-allemands. Et si une solution était trouvée à Bonn, eh bien, cette solution, en fait, ne réglerait pas, semble-t-il, l'ensemble du problème monétaire international. Aujourd'hui, la bourse est fort calme, elle est déjà en vacances, il y a peu de transactions. Nous verrons tout à l'heure que les écarts de cours sont en général très faibles. En France encore, le conflit dans les navigations aériennes, dans les compagnies de navigation aérienne françaises. Le préavis de grève a été lancé, vous le savez, pour jeudi et vendredi, mais il se pourrait qu'il y ait du nouveau cet après-midi, puisque M. Grimaud, le secrétaire général à l'aviation civile, doit recevoir à 17h précisément les représentants des personnels navigants. Et puis un autre conflit qui se durcit dans le domaine des transports, celui des officiers de la marine marchande qui ont décidé de retarder désormais de 92 heures le départ des navires. Jusqu'à présent, il y avait déjà des retards de l'ordre de 72 heures. Il doit y avoir en ce moment une catégorie de jeunes Français sérieusement déçus. Il s'agit des jeunes candidats bacheliers. En effet, on ne connaît pas encore les résultats définitifs de ce bac 1971, mais d'ores et déjà, il apparaît qu'il pourrait peut-être y avoir plus de recalés cette année que l'année dernière. Et puis, ce qui est peut-être plus important, plus spectaculaire, on s'aperçoit qu'il y a une véritable hécatombe dans les séries mathématiques et scientifiques. Les notes dans ces matières sont souvent catastrophiques et n'atteignent peut-être pas, souvent dans beaucoup de cas, la moyenne. Les élèves atteignent rarement cette moyenne. Bref, des échecs qui dépasseraient d'ores et déjà, monsieur le recteur Gauthier, qui dépasseraient 35%. Que se passe-t-il du côté des mathématiques et des scientifiques? Eh bien, effectivement, si on envisage l'ensemble des résultats du baccalauréat tels qu'on les connaît maintenant, et nous ne possédons les résultats que de 16 académies et de 2/3 des candidats de l'Académie de Paris, il apparaît que les pourcentages globaux, pris tous ensemble, sont assez voisins de ceux de l'année dernière, avec cependant, on doit le dire, un pourcentage qui est passé à 22% d'élèves définitivement éliminés au lieu de 20 l'année dernière, et inversement de 17%
17,5% d'élèves reçus définitivement par rapport à 18,9% l'année dernière. Enfin, disons que tous ces chiffres, de toute façon, ne sont pas définitifs. Ils ne sont pas définitifs, mais je crois une tendance importante. que dans l'ensemble, on peut dire que les résultats seront comparables à ceux de l'année dernière. Mais revenons aux mathématiques, parce que là, c'est un problème important tout de même. Alors là, c'est un problème en effet qui est extrêmement important. Vous savez que cette année, on avait avec satisfaction enregistré l'augmentation du nombre des candidats dans les séries scientifiques, dans toutes les séries scientifiques. Des séries qu'on encourage d'ailleurs par ailleurs. Des séries qu'on On en a besoin en encourage France, oui. et des séries qui munissent les élèves d'un baccalauréat qui leur donne beaucoup d'espoir pour leur avenir. Eh bien, il faut constater qu'après les résultats de la première série, les échecs sont importants, plus importants que pour les littéraires dans les séries scientifiques. Vous avez parlé de 34%, dans le baccalauréat B, ce n'est que de 20%, dans d'autres séries, ce n'est que de 27%, dans la série D, c'est 37%. Évidemment, ce sont des chiffres plus importants que pour les littéraires. Mais il y a une sorte de paradoxe quand même, c'est qu'on a besoin, la France a besoin de scientifiques, c'est normal, et de mathématiciens, et par ailleurs, c'est là où il y a le plus d'échecs. Est-ce que cela tient aux programmes qui sont trop difficiles, aux élèves qui ne travaillent pas assez, ou aux professeurs qui ne sont, disons, pas assez formés? Alors, je crois, n'est-ce pas, que dans ce domaine, les raisons de cet échec peuvent être multiples. Mais la première, c'est que les baccalauréats scientifiques ont une structure qui fait que l'élève a un nombre de disciplines qui est relativement faible et pour lesquelles les mathématiques, la physique, les sciences dans l'ensemble dominent d'une manière considérable. De sorte que l'élève qui a peu de succès en ce domaine n'a pas de chance de se rattraper dans d'autres disciplines. Alors que pour les baccalauréats littéraires, il y a un éparpillement des disciplines qui leur permet, s'ils ont manqué une des épreuves, de se rattraper sur d'autres. Il y a donc déjà la structure du baccalauréat, certainement. Et puis je dois dire que personne ne souhaite coller davantage les candidats littéraires que les candidats scientifiques que les candidats littéraires. Il n'y a ce désir nulle part, ça on peut l'affirmer. Mais que la correction est beaucoup plus rigoureuse en ce domaine-là et que c'est une loi du tout ou rien qui joue souvent et qui est au fond très, très cruelle. Ce que je pense aussi, c'est que les candidats, d'abord ceux qui sont admis à la deuxième série d'épreuves, je voudrais leur dire qu'ils doivent être un peu réconfortés. L'échec important lors de la première série doit permettre au cours de la deuxième série d'avoir des candidats qui se tiennent dans des proportions. C'est un espoir importantes. que vous donnez aux bacheliers. C'est un espoir parce que c'est une constatation qu'on fait habituellement. Il y a un système de régulation. Les candidats qui ont eu un malheur à la première série ont été complètement éliminés. Maintenant, je crois que les échecs dans les séries scientifiques seront en pourcentage moindre, probablement, que dans les séries. Ça veut dire qu'on sera un petit peu plus coulant pour la deuxième série? Écoutez, je crois que quand on a éliminé ceux qui ne méritaient pas, on a en définitive à reconnaître ceux qui le méritent. Et je voudrais dire à ceux qui ont été éliminés définitivement, il faut bien le leur dire, qu'en réalité, une année supplémentaire pour eux s'impose. Et ça, c'est très dur, je le sais bien. Mais que tout de même, ils auront un diplôme dont ils savent qu'il leur laisse pour la poursuite de leur carrière absolument toutes les possibilités, ce qui n'est pas vrai pour tous les baccalauréats littéraires. Monsieur le recteur, je vous remercie. Nous allons rester d'ailleurs dans les problèmes de jeunesse, mais nous sommes là de l'autre côté de l'Atlantique, à signaler en effet que le président Nixon vient de signer l'amendement qui donne le droit de vote aux Américains de 18 ans. Cela représente tout de même 11 millions d'électeurs supplémentaires avec qui, bien sûr, il faudra compter en 1972. La conquête de l'espace, elle, continue malgré l'accident dramatique des 3 cosmonautes soviétiques. Les Américains poursuivent pendant ce temps-là le programme Apollo, comme prévu, et ces 3 hommes vont s'embarquer dans 20 jours maintenant à bord de la nouvelle aventure, à bord de la nouvelle capsule Apollo 15. Une demi-quarantaine, en fait, commence pour eux aujourd'hui, une demi-quarantaine qui va les isoler jusqu'au moment du départ d'Apollo 15, dans maintenant exactement 20 jours. Georges Leclerc nous présente cette expérience. C'est en effet le 26 juillet, vers 14 h, que s'envolera en direction de la Lune l'équipage d'Apollo 15 pour se poser ici, 3 jours plus tard, près de la chaîne des Apennins lunaires. David Scott, que vous venez de voir, et son coéquipier James Irwin resteront près de 3 jours sur la Lune, poursuivant ainsi une exploration entamée il y a 2 ans avec Apollo 11. Leur LEM sera le 4e à se poser sur le sol de notre satellite. L'entraînement des astronautes est aujourd'hui achevé, ils sont en quarantaine à la base de Cap Kennedy et plus personne, hormis les techniciens et les membres de leur famille, suivis depuis longtemps par des médecins, plus personne donc ne pourra les approcher. Cela leur évitera la quarantaine au retour. Cet entraînement a surtout consisté pour Irwin et Scott à piloter la Jeep lunaire avec laquelle ils auront à parcourir les contreforts des montagnes et aussi à ramasser les pierres lunaires les plus intéressantes. Les savants attendent beaucoup de ce vol Apollo 15 car ce sera peut-être le dernier avant longtemps. La NASA en effet n'a pas encore décidé qui aura priorité
Apollo 16 ou le Skylab. Vous les voyez ici s'entraînant au ramassage des échantillons. Worden, le troisième astronaute américain, restera comme d'habitude en orbite, mais lui aura un gros travail à accomplir, notamment une sortie dans l'espace pour récupérer des caméras placées à l'extérieur du module de commande. Vous le voyez ici, sous l'eau, prenant l'habitude d'évoluer autour du vaisseau Apollo 15 dans les mêmes conditions qu'autour de la Lune. Un détail a été particulièrement soigné à bord du vaisseau spatial, c'est la fermeture du sas de la cabine. En 1967, les astronautes d'Apollo 1, la cabine Apollo 7, sont morts carbonisés parce que l'ouverture était trop lente. Les 3 cosmonautes de Soyouz 11 sont peut-être morts parce que leur fermeture était trop simple, alors les Américains ont voulu réaliser le système idéal. 2 titres encore dans l'actualité avant de refermer ce tour des informations aujourd'hui. L'affaire M. Georges Villaret, l'ancien commissaire de police qui était inculpé de meurtre, n'a pas avoué. Il a demandé en revanche à être examiné par des médecins. Les policiers pendant ce temps-là pensent qu'éventuellement il aurait pu commettre d'autres crimes et ils vérifient d'autres affaires qui sont restées jusqu'à présent sans solution. Et puis le Tour de France. Dans le Tour de France, Eddy Merckx hier a eu un peu chaud, il a bien failli le perdre, ce maillot jaune dont il a fait le pari de le garder jusqu'à la fin du Tour de France. Il a bien failli le perdre dans le Puy-de-Dôme. Au classement général, il est maintenant talonné par Zoé Telmec à 36 secondes et par Ocaña à 37 secondes. Aujourd'hui, 9e étape, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Un sport moins courant tout de même, mais dont on peut parler en période d'été, il s'agit de ski sur gazon. Jean-Paul Sautet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, rien n'est plus sérieux que l'organisation de la récente Coupe d'Europe de ski sur gazon qui se déroulait en France, à Pruny, dans l'Aude. Ski sur gazon, oui, vous avez bien entendu, ski, le mot est peut-être impropre, en fait, il s'agit de chenilles longues de 60 cm sur lesquelles s'adaptent les chaussures qui, elles, sont véritablement de ski, tout comme les bâtons. Là ne s'arrête pas l'analogie, puisque pour descendre, le coureur pratique exactement les mêmes mouvements, adopte les mêmes attitudes que lors de la pratique du ski sur neige. Mais jugez plutôt ces images de la Coupe d'Europe de ski sur gazon à laquelle participaient l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne fédérale et la France, bien sûr. Voilà donc pour les amateurs un excellent moyen de ne pas perdre la forme, de rentabiliser une partie du matériel. Sachez encore que pour pratiquer ce genre de ski, il vous faudra tout de même attendre la fonte des neiges qui, si l'on en croit la météo, ne devrait plus tarder maintenant. Rendez-vous maintenant avec Hebdo Midi, François-Henri de Virieu, aujourd'hui Télévillage. Demain, après-demain peut-être, vous serez en vacances avec un peu de chance, vous serez à la campagne, vous serez sur une plage et avec encore un peu plus de chance, vous y arriverez en un temps record grâce à l'autoroute qui, il faut bien le dire, simplifie bien les choses. Tout au moins, elle les simplifie pour vous, car l'autoroute, qui est le symbole d'un monde industriel de plus en plus dévorant, se nourrit de villages et se nourrit de champs. Elle déchire, comme la ville, et plus brutalement encore que la ville, le tissu rural de notre pays. Et Patrick Camus a voulu savoir ce qui se passait dans un village qui vient d'apprendre qu'il se trouverait sur le tracé d'une autoroute. Torcheflon, Montrevel, Biol, parmi d'autres, ces 3 petites communes de l'Isère seront traversées par l'autoroute A48 Lyon-Grenoble, construite d'ici 1975. Allô? Oui? Oui? Quel problème pose ce genre de construction? Nous avons d'abord rencontré M. Crinel, ingénieur aux travaux publics, chef de ce district. Qu'est-ce qui détermine un tracé alors? Qu'est-ce qui emporte dans les choix d'un tracé? Finalement, c'est la longueur qui en somme contribue au choix, surtout, puisqu'il faut construire l'autoroute la plus courte possible. C'est celle qui coûte le moins cher
à l'exécution, et puis également c'est celle qui coûte le moins cher à l'exploitation et le moins cher pour l'automobiliste futur. Jamais les problèmes posés, par exemple, par le passage de l'autoroute au niveau individuel, au niveau d'une propriété, au niveau du bonheur ou du malheur des gens, n'intervient. Oh non, ça n'est pas possible. C'est peut-être malheureux, mais on établit un tracé et ensuite on discute avec les propriétaires les questions de passage, mais on ne peut pas tenir compte de chaque point individuel, enfin de chaque intérêt individuel. Oui, est-ce que vous qui êtes dans la région, qui voyez souvent les particuliers, est-ce que vous voyez des drames, des petits drames créés par l'autoroute qui, a priori, n'auraient pas été perceptibles par les gens qui ont décidé du tracé? Il n'y a pas de drame, mais enfin, tout au moins, je n'en ai pas été informé. Donc pour vous, il n'y a pas de problème particulier? Oh non, surtout pas de drame, je ne pense pas. Je connais assez bien les gens des communes intéressées et personne ne m'a dit qu'il y avait un drame chez elles. Les Ponts et Chaussées ont bien voulu nous confier le dernier plan de ce projet. Cela nous a permis d'aller vérifier sur place les problèmes tels qu'ils se posent pour les artisans et paysans concernés. Monsieur Durand l'est à double titre, comme conducteur de travaux aux travaux publics et comme maire de Montrevel. L'autoroute A48, Bourgoin-Grenoble, va partir sensiblement du clocher là-bas de Torchevoulon, passer vers le poteau ciment, là, va passer ici, sensiblement entre le ruisseau et la haie, elle va aller en direction des maisons. Ça divise la commune pratiquement en deux, quoi. Il y a des habitations qui seront d'un côté de l'autoroute, d'autres de l'autre. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Hein. Enfin, ça va apporter de la gêne. Pas d'amélioration pour la population locale, puisqu'il ne pourra pas prendre l'autoroute, il faut aller la prendre soit à Bourgoin, soit à Rive. Comme ces maisons qui sont sur l'autoroute, comme lui, il va être obligé d'aller faire le tour là-bas pour revenir pour ses enfants pour aller à l'école. Ici, la route nationale, la 520 qui descend, qui va sur Biol, va être déviée derrière ces maisons et va passer là-bas derrière le garage pour atterrir là-bas. Alors là, évidemment, ici, il y aura une sorte de cul-de-sac. Le garage va se trouver dans un cul-de-sac. Le garagiste, M. Berger, 44 ans, marié, père de 5 enfants en bas âge, est aussi le propriétaire de la station-service et du café. Ce complexe commercial subsiste grâce à sa situation au bord de la nationale. Si on avait conservé la route actuelle, l'autoroute ne nous aurait pas gênés. Il y a combien de temps vous êtes là? 10 ans. Avant, M. Berger était ouvrier chez Renault à Lyon. C'est avec vos économies que vous avez acheté le garage? Ma foi, oui, avec les économies qu'on avait fait en travaillant, tous les deux. Le bâtiment, il était en état très mauvais. Là, on a acheté pour l'emplacement. C'est un vieux bâtiment qu'on a transformé petit à petit. Toutes les années, on a fait des réparations. Et puis maintenant qu'on a à peu près fini, c'est voué à la disparition. Au moment où c'est à peu près terminé. Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est le café, c'est le garage? C'est le garage, mais enfin, tout cède. Il y a le café, il y a le poste d'essence. Alors quand c'est tout ajouté, parce qu'uniquement le travail du garage, c'est pas valable. C'est pas valable. Parce que le travail par lui-même, c'est pas payé. Est-ce que vous pensez que les sociétés qui construisent l'autoroute vont vous donner quelque chose? Alors ça, je fais bien me le demander. Alors, il y a certainement une unité d'appréciation. On espère bien quand même un peu des dommages. C'est pas sûr. En principe, si, enfin. Il y a un dommage de subi. Hein. Évidemment. Oui, quel âge? 44 ans. Alors si l'autoroute se fait dans 5 ans, on aura 50 ans, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on entreprenne dans 50 ans? Monsieur Bélanger travaille au service des domaines à Grenoble. Il est chef du bureau des expertises. Il est venu au café de Monsieur Berger. Et vous voyez, son entreprise, alors qu'il était au carrefour de 2 chemins, l'autoroute, elle le met au carrefour de 3 impasses. Qu'est-ce qui va se passer pour ce monsieur?
Pour qu'il y ait indemnisation, puisque nous nous occupons d'évaluer, d'estimer ces indemnisations, il faut qu'il y ait emprise. Voyez-vous, très souvent, effectivement, les autoroutes qui évitent les villages, les villes, les anciens passages de circulation historique, ont pour effet précisément de faire perdre, économiquement parlant, toute une activité à une région donnée, à des villages. Et là, s'il n'y a pas emprise, enfin, c'est un préjudice indirect, résultant d'expropriation, résultant plus exactement du passage de l'autoroute, mais non pas l'expropriation elle-même, voyez-vous. On n'exproprie pas directement quelqu'un. Et en droit français, le préjudice indirect n'est pas indemnisable. Il faut une emprise. Monsieur Durand, agriculteur, maire de Torchefelon, est aussi concerné par le problème de l'autoroute. Il a rencontré Monsieur Bélanger. Alors voilà mon exploitation qui se trouve bien touchée par l'autoroute. C'est une petite exploitation de 14 hectares et qui risque d'en perdre 3 ou 4 par le passage de l'autoroute. Je ne sais pas encore exactement l'emprise qu'il y aura. Oui. Alors vous voyez toutes les parcelles qui sont touchées. Mmh. Il reste un délaissé de chaque côté qui pratiquement sont utilisables tous les deux. Alors ici, c'est la parcelle que nous trouvons ici, c'est le bas de cette parcelle. Oui. Oui. Oui, qui est pas mal touchée également. Autrement dit, nous prenons votre exploitation de 14 hectares, nous apprécions en ce moment quel est le revenu que vous tirez de votre exploitation, et ensuite le revenu que vous tirerez dans le futur, compte tenu de l'emprise, il y aura une différence et une perte de revenus, la surcharge des frais fixes, la surcharge du matériel, qui est une surcharge que nous apprécions à titre temporaire, que nous apprécions en général de 1 an à 3 ans. Vous avez dit que nos indemnités correspondraient à peu près à 3 ans d'exploitation, de revenus d'exploitation, et qu'au bout de ces 3 ans, on devrait avoir trouvé d'autres parcelles pour compenser la perte. Moi, je ne sais pas, mais la difficulté d'accès aux parcelles, le prolongement du parcours, ce sera éternel, ce sera pour toujours. Dans une petite commune comme ça, dans un petit village, les chemins, les relations s'établissent au fur et à mesure des besoins, ça prend des siècles. Qu'est-ce que ça va casser? Ça risque de casser l'unité de la commune, les gens qui pourront peut-être moins se visiter, moins se rencontrer. Moi, je vois l'autoroute un peu comme une muraille de Chine, quelque chose qui coupe la commune en deux, et qui va séparer les gens. À Biol, pour Henri et André Gros, le problème est un peu différent. Une propriété de 44 hectares, 2 familles y vivent, soit 9 personnes avec leurs enfants. Une propriété plutôt prévue pour l'expansion que pour une récession. Vos bâtiments et votre matériel, vous les avez prévus pour une installation de quelle dimension? Oh, ils sont prévus, ils peuvent tourner pour 60 hectares. C'est-à-dire 20 lieues. Oh oui. Ah oui. Facilement. Ah oui. Chacun ou ensemble? Ensemble. Oui, parce que le matériel est tout en commun. Le matériel est en commun, les terres sont en commun. Quand on rentre un morceau une pièce de foin, par exemple, on fauche une pièce de foin, on ne regarde pas si elle est à mon frère ou à moi, on la coupe, on la rentre. Il y a par exemple 500 bottes, 250 de côté, 250 de l'autre. Si ça se mouille, c'est perdu pour moi, pour être perdu pour lui. Et si ça réussit bien, c'est pour l'un comme pour l'autre. Il y a longtemps que vous êtes au courant du projet de l'autoroute? Ben, il y a déjà combien de temps? 1 an plus, non? 1 an et demi. Plutôt 1 an et demi, oui. On vous a dit des choses, enfin... Très peu. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous savez là, pour l'instant? On a vu des personnes qui ont fait des sondages. C'est à peu près tout. Oui. Alors, un petit peu par le maire, par... c'est tout. On n'a rien su de... C'est ça, on n'est pas au courant, quoi. Bon, ben, là, j'ai le plan de l'autoroute, alors on va voir ce que ça donne exactement. Alors, vous êtes ici, vous? Qui est là? C'est votre maison, vous voyez. La mienne à moi? La vôtre, elle est au coin. Vous voyez, le petit chemin, c'est celui qui mène à vos terres. Hein. Ah oui. Ah bon? Et là, c'est la maison de votre père, et ça, c'est la maison de votre frère. Là, oui, le transformateur là, le père.
Alors moi je suis là. D'ailleurs, ça va vous prendre combien d'hectares cette affaire? Eh bien, il y en a déjà un ici. Un ici, oui. Il y en a presque un ici. Oui. Et puis là, 5 hectares à peu près. oui. Hein? 50 hectares là, oui. Alors, 1,5 hectare, 2, 3, 4 hectares. Mais avec 4 hectares de moins, vous pouvez pas vous en sortir. Oui, il faut tout. Il faut bien tout, oui. Alors, si on nous supprime encore quelques hectares, ça va être juste après. On ne sait pas ce qu'il faudra faire, quoi. Le technicien, l'autre jour, a fait le bilan de l'exploitation. Vous savez, ça tourne, mais enfin, on ne sort pas des mois. Il faut faire apporter toujours de plus en plus. Alors, Henri et André savent bien qu'il n'y a pas de terre libre. Et même s'il y en avait, comment remettre leur ferme au cœur de l'exploitation? Et puis il y a un autre problème pour l'achat des terres. Quel que soit le prix qu'on leur paye, ils ne peuvent pas racheter l'équivalent, parce que toutes les terres autour montent et viennent à ce prix-là. C'est cela, voilà. Ben, le problème, c'est qu'eux réclameraient une indemnisation en nature. Je veux dire, c'est la réflexion de tous ici, enfin. Je crois effectivement que c'est le problème, ce serait la solution numéro 1, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pouvez le faire? Nous ne pouvons pas le faire, non. D'ailleurs, la loi française ne prévoit pas l'indemnisation en nature, n'est-ce pas? C'est une indemnisation en espèces. Nous pensons, quant à nous, l'expérience... Qui est donc totalement fictive, forcément. L'expérience l'indemnisation en espèces, elle n'est pas fictive dans la mesure où nous donnons tout de même aux exploitants, aux expropriés, la possibilité de compenser d'abord une perte en capital, de pouvoir racheter des terres, s'ils sont propriétaires, ou la possibilité de faire face aux nouvelles charges qui vont être temporairement les leurs, au surcroît de charges, ce qu'on appelle la surcharge des frais fixes dans une exploitation. Nous l'estimons justement de 1 an à 3 ans, parce que je pense qu'en 3 ans, l'exploitant aura trouvé une solution de son problème. Ou bien il a acheté des terres nouvelles, ou bien il en a loué des nouvelles, s'il était fermier, ou bien alors il a changé complètement son fusil d'épaule et il s'est complètement reconverti, professionnellement parlant, soit dans l'agriculture, soit hors de l'agriculture. Déjà qu'on a fait des investissements pour 60 hectares, on avait prévu quand même plus grand, vous voyez, on a prévu 50 laitières, on a prévu... Alors, si d'un seul coup on nous supprime 4 hectares, ça va certainement poser un problème. Il va falloir peut-être faire quelque chose, je sais pas. Bien, il va falloir trouver une solution, il va peut-être falloir qu'on change de... qu'on trouve un autre travail, quoi, un complément, je sais pas. Tous les deux ou... Ah ben oui, à ce moment-là tous les deux, puis on abandonnerait peut-être les laitières. C'est plus qu'uniquement du céréal et il faut encore trouver. Jusqu'à présent, on a construit peu d'autoroutes en France, mais le problème qui est aujourd'hui celui de Biol, celui de Morvel, sera celui demain de beaucoup de villages de France. Et puis, derrière ce problème, il y a aussi celui de la croissance des villes et des problèmes que cela pose aux agriculteurs qui se trouvent dans les zones d'extension des villes. Et il y a tout le problème de l'urbanisation de la France, du passage de l'âge agricole à l'âge industriel. Alors, pour parler de cette question, nous avons invité aujourd'hui Jacques Engrand. Jacques Engrand, vous êtes vice-président de la Fédération des exploitants de Seine-et-Marne, et vous êtes un spécialiste des questions foncières. Et nous avons avec nous aussi François Blaiseau, directeur de l'aménagement rural et des structures au ministère de l'Agriculture. Nous aurions voulu avoir le directeur des routes au ministère de l'Équipement. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Donc nous allons aborder cette discussion à deux. Alors François Blaiseau, qu'est-ce qui se passe quand une exploitation agricole est divisée en deux par le passage d'une autoroute? Eh bien, deux possibilités se présentent. Ou bien l'exploitant intéressé par le passage de l'autoroute
se débrouille avec l'autorité expropriante, et dans ce cas-là, il faut bien reconnaître que le résultat est généralement médiocre, parce qu'on ne peut pas empêcher que l'exploitation soit divisée de part et d'autre de l'autoroute, et on ne peut pas empêcher que les parcelles touchées par l'autoroute elle-même en ressortent avec des formes incompatibles avec l'exploitation mécanisée. C'est pourquoi nous avons mis au point un système qui permet une intervention du remembrement, et ce remembrement, qui connaît en pareil cas des modalités particulières, permet à la fois de remembrer la totalité des exploitations d'un côté ou de l'autre de l'autoroute, mais en tout cas d'un seul côté, n'est-ce pas? Et puis elle permet bien sûr de donner les formes appropriées aux nouvelles parcelles, puisqu'on n'est absolument pas tenu par les limites de l'ancien parcellaire. Et enfin, on a mis au point un système que je crois appeler à beaucoup d'avenir, qui est celui-ci. Au fond, quand on procède à un remembrement, tout le vieux parcellaire et toute la définition de la propriété antérieure disparaît. Donc on ne peut pas dire que M. Pierre ou M. Paul, exploitant, est touché par l'autoroute. On peut dire au fond, puisque les propriétés sont désormais indistinctes, que tout le monde est touché par l'autoroute. Et alors, on fait un prélèvement proportionnel sur tous les exploitants, si bien que l'exploitant que nous avons vu tout à l'heure, qui perdait 4 ou 5 hectares sur 14, se trouvait dans une situation dramatique. Mais si on avait prélevé les emprises, non pas seulement sur lui et les quelques agriculteurs touchés par l'autoroute, mais sur tous les exploitants de la commune, alors on aurait prélevé sur chacun d'eux 1, 2, 3% de leur superficie, en tout cas des surfaces négligeables, et par conséquent, on aurait pu reconstituer une exploitation agricole normale, ne subissant aucun désordre en matière structurelle de la part de l'autoroute. Et c'est cela notre méthode. C'est-à-dire qu'on remet toute la commune sur la carte, voilà. On place l'autoroute, et ensuite on répartit les exploitations Exactement. agricoles. On efface totalement les limites des exploitations et on reconstitue des exploitations nouvelles qui perdent toutes exactement la même proportion de leur surface dans la superficie consentie, concédée à l'autoroute. Ils touchent la même indemnisation. Ils touchent donc tous la même indemnisation au prorata de leur surface. Mais ça, c'est obligatoire ou c'est facultatif? C'est facultatif. On ne se rend pas compte que chaque exploitation a une personnalité. Elle dépend de quoi? Elle dépend des terres qui sont souvent cultivées alors qu'elles sont voisines, et puis que depuis des siècles elles sont cultivées d'une certaine façon. Et quand il s'agit de faire un remembrement, ça a l'air d'être très simple, mais c'est très compliqué, ça pose des problèmes personnels, des problèmes psychologiques. Regardez dans un immeuble où il y a de la copropriété, comme c'est difficile déjà des locataires de les mettre d'accord lorsqu'ils sont dans un immeuble de copropriété. Ben, c'est la même chose, voyez-vous. Et alors le cultivateur à ce moment-là est jaloux de son voisin. Il faut arriver à rétablir le calme. Il faut à ce moment-là une organisation puissante. Il faut que le délégué communal soit très puissant pour arriver à maintenir une unité et une solidarité. C'est ça le problème. Comment êtes-vous indemnisé? Alors là, c'est encore une autre histoire. Parce que dans l'indemnisation, il faut tenir compte de quantité de choses, voyez-vous. Et c'est ça la difficulté. Comment indemniser, comme on le disait tout à l'heure, lorsque vous avez vu dans l'Isère, comment arriver à séparer d'abord, bien souvent, la qualité du propriétaire des terres, qui n'est souvent pas l'exploitant. Il a un fermier. Alors le propriétaire est touché parce que son bien est modifié. Mais ça, c'est facile à évaluer, ça. Théoriquement. Mais dans la pratique, c'est pas si facile que ça. Et puis après ça, il y a le fermier. Le fermier qui a un bail de combien de temps? Comment va-t-on alors, s'il a un bail encore de 10 ans, 12 ans? Pendant 12 ans, il va falloir qu'il modifie sa façon de cultiver, si on n'a pas fait ce remembrement. Car bien souvent, on dit, oh bah, l'ingénieur des ponts et chaussées dira, nous allons faire un souterrain, nous allons faire une passerelle. Et ça ira tout seul. Mais il les fera à combien de distance les unes des autres? Quelquefois, à 3-4 km. Alors vous voyez le cultivateur qui, si on ne fait pas le remembrement, est obligé de faire 3 km pour aller trouver le lieu de passage et revenir à son champ qui était en face de lui avant. Il va donc faire 6 km. Et ça, combien de fois par jour? Le matin pour aller au travail, à midi pour revenir, après déjeuner pour y retourner, et le soir encore pour revenir. Alors 6 fois 4, 24 km à faire. Évidemment, l'usager de l'autoroute, il ne se rend pas compte de ça. Et nous l'en excusons, mais c'est ça le problème crucial, voyez-vous. Est-ce que vous-même, les agriculteurs, vous n'êtes pas un peu responsable de votre propre malheur dans les cas d'expropriation, parce que vous avez pris l'habitude de déclarer des revenus tout de même assez faibles, et le jour venu de l'expropriation, on vous dit, mais... C'est le forfait. Alors le forfait est discuté avec les chambres d'agriculture, les commissions fiscales. Par conséquent, si l'État, les contributions ont accepté le forfait, c'est donc qu'il est juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une base d'imposition faible, que vous avez cherché volontairement faible, ça vous donne aussi une base d'expropriation faible. Évidemment, il y a le même problème dans les villes.
le monsieur qui, tout d'un coup, dans une succession, a déclaré un immeuble à une certaine valeur, eh ben on le reprend en lui disant comment ça se fait qu'il y a 3 ans vous avez déclaré telle valeur et qu'aujourd'hui vous réclamez telle autre valeur. Mais ça c'est le sort de tout le monde et même, je crois, des fonctionnaires des contributions quand ils ont des successions dans leur famille. Si vous aviez un conseil à donner aux agriculteurs qui demain vont voir arriver une autoroute, que leur diriez-vous? Pour ma part, je n'hésiterai pas à leur conseiller de décider leur remembrement, de le décider de façon très précoce, de façon à ce qu'on ait le temps de faire un bon remembrement. Je peux citer des exemples où, indiscutablement, une réflexion en commun entre agriculteurs et administration aurait abouti à faire passer l'autoroute à quelques distances de l'endroit où elle passe et à provoquer moins de dégâts. Je pense par exemple à l'autoroute Narbonne-Orange qui, dans certains cas, traverse la plaine du Languedoc en pleine zone viticole où on a fait beaucoup de dégâts, alors qu'on est à quelques centaines de mètres de zones de garrigues incultivables. Eh bien, il est certain qu'une consultation suffisamment précoce entre toutes les parties intéressées pourrait permettre d'éviter des choses regrettables comme celle-là. Une conception démocratique de l'aménagement. Exactement. Alors voilà pour le problème, si vous voulez, des autoroutes. Il y a aussi évidemment le problème des villes qui s'agrandissent et des expropriations. Alors, Monsieur le Président. Alors ça, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire parce qu'il faut déjà que le cultivateur comprenne qu'il y a un intérêt national à agrandir des villes. Or, nous n'en sommes pas persuadés du tout. Parce que nous avons des régions qui nous demandent qu'on urbanise la ville moyenne. Prenez encore hier dans les journaux, on citait la région de Nevers. Et cette région qui est en train de diminuer au point de vue démographique, ou en densité de population. Et les gens de là-bas disent, mais il faut nous implanter des usines pour que la population puisse trouver du travail, alors que ça va être le désert sinon. Et pendant ce temps-là, vous avez alors autour de Paris des immenses villes qui sont en train de se créer, et qui alors fait que le Parisien, et je le vois chez moi, qui part en week-end, mais il ne peut plus arriver à sortir, sauf au ralenti. Il a une belle auto qui marche à 130 à l'heure, mais en réalité, il fait du 20 à l'heure par moment. Nous les voyons sur nos routes. Et pour rentrer, ça recommence. Il ne peut pas arriver à rentrer. Et il aspire quand il voit enfin des champs. Alors c'est tout le problème de la pollution, en quelque sorte, de la grande ville qui est une véritable pollution. Président, je vous arrête. Le profane que je suis a quand même l'impression que c'est une bonne chose pour bon nombre d'agriculteurs, donc ils vendent bien leurs terres, pour nombre de propriétaires. Oui, on nous dit ça. Mais nous, au fond, nous sommes attachés à notre sol. Car le cultivateur, voyons, c'est une pâte, c'est comme un sculpteur qui aime cette glaise avec laquelle, justement, il crée une œuvre d'art. Mais notre terre, pour nous, c'est un milieu vivant avec lequel nous travaillons, avec les calories qui tombent du soleil, qui tombent du ciel, la pluie qui tombe du ciel. Et avec ça et des moyens modernes, nous fabriquons, nous produisons. Faut bien comprendre ce que c'est qu'un cultivateur. Et il ne fait que peu de récoltes dans son année. Je prépare ma 50e récolte seulement. Et je suis là depuis 50 ans, par conséquent. Mais j'ai fait que 50 fois la même chose. Prenez donc l'usinier, au contraire, qui fabrique, mais à combien de milliers par jour d'exemplaires sont produits? Alors, c'est encore un artiste, le cultivateur. Et c'est ça que souvent on ne comprend pas, voyez-vous, dans un monde moderne. Alors, il tient à son sol, et quand on lui arrache, mais il devient neurasthénique. Souvent, nous avons des cas. Rien que cette hantise d'avoir à s'en aller, à se recaser où? Comme le disait tout à l'heure, le cultivateur que nous voyons, ou le mécanicien. C'est un petit peu la même chose. Il serait très exagéré de dire que les agriculteurs sont aujourd'hui obnubilés par les expropriations. En fait, nous avons des chiffres, et ces chiffres montrent que l'ensemble des surfaces qui seront urbanisées d'ici 1985, ça représente peut-être de l'ordre de 500 000 hectares. C'est-à-dire même pas 1% de la surface de la France. Oui. Alors, la catastrophe, elle n'est pas dans l'extension urbaine. Je suis convaincu au contraire que cette extension est profitable à l'agriculture. Elle est dans le type d'extension urbaine. Et le président Engrand avait tout à fait raison. Si les 10 millions de citadins supplémentaires que nous devons, paraît-il, avoir d'ici 1985 sont agglomérés dans 3 ou 4 grandes métropoles, alors il y aura effectivement drame pour toute l'agriculture aux alentours. Et ceux qui pensent que l'agriculture subsistera au milieu des grands espaces urbains, qu'elle créera des zones vertes entre les villes anciennes et les villes nouvelles, tout cela se font des utopies, à mon avis, totales. Et il n'est pas douteux que l'agriculture disparaîtra de ces grandes zones urbaines. Cette fameuse agriculture interstitielle dont on a parlé, c'est une absurdité. Mais par contre, si l'urbanisation se fait d'une façon beaucoup plus régulière, comme le disait M. Engrand, si elle intéresse un petit peu
toutes les villes moyennes et même les petites villes de 5, 10, 15 000 habitants, alors là, il n'y a pas de problème. Dans une ville de 10 000 habitants, l'extension urbaine, ça exige combien dans les 15 ou 20 ans qui viennent? Généralement une dizaine d'hectares. On trouve toujours une dizaine d'hectares sans perturber les structures des exploitations voisines. Et au contraire, ce développement de l'urbanisation est un facteur de développement rural certain au niveau de cette entité rurale des petites communes et de la petite ville qui leur sert de noyau, n'est-ce pas? Donc, ce problème de l'urbanisation n'est pas en soi un problème catastrophique, il risque d'être catastrophique par les formes qu'on lui donne, c'est-à-dire par le choix que l'on fera d'un type d'urbanisation ou d'un autre type d'urbanisation. Et en définitive, le problème de l'urbanisation aujourd'hui est de savoir si on fera d'une part des villes invivables et des campagnes invivables, ou bien si on arrivera à marier une expansion urbaine et une expansion rurale parfaitement harmonisées, qui alors bénéficieront l'une de l'autre avec certitude. Dernier rendez-vous de cette édition de Télémidi, le point à la Bourse de Paris, les cotations en compagnie de Jean-Michel Quatrepoint. Eh bien, un peu de changement depuis tout à l'heure à la Bourse de Paris. Les transactions sont toujours aussi faibles et les écarts de cours sont plutôt orientés à la baisse. L'indice de 13 heures, qui est calculé maintenant d'une façon quotidienne, donnait une baisse de 0,5% sur les grandes valeurs. Vous voyez, c'est minime. Mais indépendamment des problèmes monétaires qui étaient au centre des conversations aujourd'hui, il y a depuis 2 jours un second sujet de conversation. Il s'agit des sociétés civiles immobilières. Gérard Vidalanche vous a parlé hier de ce type de société et des ennuis de l'une d'entre elles, la garantie foncière. Hier soir, son président, M. Frankel, a tenu une conférence de presse. Pour lui, tout va bien à la garantie foncière. Quant à l'interdiction de toute publicité prononcée à l'égard de 2 sociétés du groupe, elle résulte, toujours pour M. Frankel, d'une différence d'interprétation fiscale. En tout cas, une chose est certaine, une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux et abus de confiance a été ouverte en janvier dernier au sujet de la garantie foncière. M. Frankel a d'ailleurs bien des soucis. Dimanche, il s'est fait voler 17 tableaux de maître et hier, il s'est vu condamné en correctionnel pour réception irrégulière de fonds. Ceci pour une affaire apparemment indépendante de la garantie foncière. Les difficultés de cette société civile n'étonnent pas les boursiers. Ils considèrent généralement que ce qui devait arriver arrive. Ils espèrent que le public ne confondra pas ce type de société avec les immobilières d'investissement qui sont, elles, cotées en bourse et sont soumises à une réglementation fiscale et à des règles comptables bien précises. En tout cas, on attend avec quelques curiosités les rebondissements de cette affaire. Les écarts de cours, vous voyez, sont en général assez faibles. Sur les américaines, peu de changements. La bourse de New York, hier, était en congé. C'était l'Independence Day. Donc, nous n'avons pas eu d'indication sur les cours de Wall Street. En hausse, LMT, qui se reprend, avait un peu perdu du terrain toutes ces dernières semaines. La revient à 1580, proche de ses plus hauts cours, qui étaient, je crois, de 705. Roussel, en hausse également. En baisse, la Redoute, certaines rumeurs couraient au sujet de la Redoute sur une éventuelle émission d'obligations convertibles, ainsi d'ailleurs que sur la Française des pétroles. Lafarge, 222 contre 221. Radiotechnique, 229. Des écarts de cours donc très faibles. Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, pratiquement inchangé. Mais je voudrais vous parler un peu de la sidérurgie. Monsieur Jacques Ferry, qui est le président de la Chambre syndicale de la sidérurgie, a donné hier quelques précisions sur les perspectives de cette industrie. La capacité de production d'acier en France devrait passer de 25,8 millions de tonnes en 1970 à 35,6 millions en 1975. C'est donc une progression très importante pour les 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, M. Jacques Ferry pense que la sidérurgie française devra bénéficier d'importants apports d'argent frais qu'il chiffre à environ 13 milliards de francs pour les 5 prochaines années. Cet argent sera recueilli sous la forme d'augmentation de capital et d'emprunt. Donc, il est à prévoir de nouvelles augmentations de capital parmi les valeurs sidérurgiques. Les magasins stables, vous savez que l'exercice 1970 en général des magasins n'a pas été très bon. Actuellement, les chiffres d'affaires ne sont pas en forte augmentation non plus. Donc un secteur qui connaît quelques difficultés. RTZ, qui avait pris 40 centimes hier, repère au deuxième cours 10 centimes. Les mines d'or, stables. Il n'y a pas de mouvement depuis quelques jours sur les mines d'or.
Aux valeurs étrangères, les Allemandes, eux, c'est la Badische Anilin et Bayer, se replient. Pourtant, la bourse de Francfort avait été un peu meilleure hier. C'est d'autant plus curieux ce repli que l'industrie chimique allemande, qui connaissait une grève assez sévère depuis quelques jours, eh bien cette industrie chimique va pouvoir repartir puisqu'un accord a été conclu entre les syndicats et le patronat, un accord qui prévoit notamment une augmentation des salaires de 7,8%. Sur le marché de l'or, le lingot gagne 10 centimes, 10 francs, pardon, la barre 5 francs. Le Napoléon est inchangé. Vous voyez, ils suivent en cela les mines d'or, peu de changements sur le marché de l'or. Eh bien, c'était la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Ainsi s'achève cette édition de Télémidi. Merci pour votre attention et bonne journée.